on va commencer par le patrimoine, dont vont rendre compte Madame Dominique Couret et Laurent Dalmas. Et ensuite, on passera aux catastrophes naturelles et on terminera par les aspects risques sociaux. Donc, on va commencer par le binôme Laurent Dalmas-Dominique Couret, qui vont à la fois faire la synthèse et lancer le débat avec la salle, que j'espère animer. Bonjour, je suis Dominique Couret, je suis géographe de l'IRD et j'appartiens à l'UMI Résilience. Alors, on m'a demandé un peu, pour remplacer quelqu'un, de faire le rapport de la session patrimoine culturel, ressources naturelles, valorisation et soutenabilité de l'après-midi d'hier, voilà, à partir de 16h. Alors, donc dans cette session, nous avons eu deux interventions qui ont traité de l'activité minière, comme le secteur en développement depuis le début des années 2000, et puis deux interventions sur le capital social et culturel. Voilà, donc en fait, on a deux choses qui se répondent un peu. Enfin, c'était très intéressant d'avoir les deux aspects. Et alors, donc, sur les deux interventions sur les mines ont été celles de Edem Anani, doctorant en économie au CEMOTEV, qui nous a présenté son approche du boom du secteur minier dans les années 2000 et des enjeux de développement et de soutenabilité dans la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et on a eu ensuite un point de vue de synthèse de Vincent Géronimi sur les nouvelles régulations minières et les trajectoires de développement qu'elles tracent pour les pays africains producteurs dans les années 2000. Ce, à partir de nombreuses publications réalisées en équipe et signalées lors de l'intervention. Pour les deux interventions sur l'approche économique des capitaux sociaux et culturels en économie, on a eu une intervention de Madame Rajwan Kafrouni, doctorante au CEMOTEV, sur l'agriculture en tribu en Nouvelle-Calédonie, le rôle du capital social et du capital culturel, et puis une seconde de Dao Thi Yang Mei, chercheur à l'Institut de développement du Vietnam, sur le capital social et la gouvernance locale au Vietnam. Alors, Edem Anani, donc sur les booms miniers, nous a introduit à l'évaluation de la mesure des booms miniers entre 2000 et 2018 et la comparaison des situations de l'exploitation minière qui en résultent au Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Ce, à partir des données fournies par la base de données de la Banque mondiale, WDI, en 2018. World Development Indicator. À partir de 2000, donc, de nouvelles normes et dispositifs de régulation et de nouvelles normes viennent ouvrir et permettent l'exploitation minière industrielle, notamment aurifère, et provoquent une croissance de cette activité dans toute la zone UMOA. Alors, une recherche est menée pour définir la part d'épargne véritable que chaque pays ressort de ses revenus miniers et comparer la part que chacun d'eux investit, soit en investissement public, infrastructure et équipement du pays, soit dans la consommation, sachant que les gouvernements subissent une énorme pression à faire le choix de la consommation ou du réinvestissement en épargne, mais exogène. Pour ceux qui ne font pas le choix des investissements véritables, on retrouve ce phénomène déjà signalé dans les années 70 du caractère régressif de l'économie des pays à spécialisation. C'est ce qu'on désigne par la malédiction des matières premières, et la question peut être posée de l'impact de ces booms miniers sur le développement intra et local du pays lui-même. Vincent Géronimo nous a ensuite introduit plus avant... Géronimo, c'est mieux. Nous a ensuite introduit plus avant dans la problématique des croyances portées par l'ABM et autres instituts de portée internationale sur les modèles de croissance tirés par la mine, les nouvelles réglementations, code minier et initiative de la transparence des industries toxiques et extractives. Alors,
ces nouvelles réglementations et codes seraient-ils, et elles, les garanties d'un développement pérenne et soutenable du secteur? Alors, des références ont été faites au modèle itinérant de Olivier de Sardan, aux espaces en bifurcation de Magrin en 2013, qui pose les mines comme qui pose les mines comme une vraie voie de développement. Mais le bilan est mitigé, avec de nombreuses impasses de la transformation culturelle et le constat de trajectoires vulnérables et incertaines, avec le retournement de la hausse des prix de l'or sur les marchés internationaux, entre autres freins croissance de la Chine et achat de la Chine. Une publication d'un numéro spécial Monde en développement sur les sujets est en cours de parution. Il y a aussi les travaux de Rémi Brésillier et Victor Gérard sur les retombées au Burkina Faso, où ils montrent comment le développement du secteur minier formel et industriel a beaucoup moins d'impact que l'orpaillage traditionnel et local. Donc, la conclusion, c'est que cela relève plus de la croyance que du fait réel, que le boostage des économies des pays de la zone ouest africaine, entre autres, par cette économie de l'extraction minière. Donc, en plus, la pression est forte pour que les revenus miniers soient épargnés plutôt que de servir aux investissements du pays, et de préférence à l'extérieur du pays. Là, c'est ce que les économistes appellent le syndrome hollandais. Là, il faudrait que j'aille lire un peu plus pour mieux connaître. Donc, la conclusion est que le résultat est plutôt une vulnérabilité structurelle très élevée et une résilience limitée, le paradoxe d'un renforcement de la pauvreté. Donc, il y a des contre-exemples. Alors, le contre-exemple, très important, de bonnes pratiques de gouvernance du Botswana, qui en 1966 était un des pays les plus pauvres d'Afrique et qui a eu une gouvernance exemplaire de sa ressource diamantaire en investissement cette rente dans la santé et les équipements. Donc cela a fait conclure au besoin d'un État volontaire et du besoin de sa volonté à faire de cette ressource du bien commun. Bon, peut-être a-t-il manqué dans nos discussions la mise en avant du modèle de sécurisation du capital financier international qui explique cette organisation de fait, que ces États se comportent plus en entrepreneurs concessionnaires dans la boucle des investissements financiers internationaux au niveau international et qu'en fait cette boucle ne profite pas ou ne comprend pas les échelles locales et infralocales du développement. Ainsi, en Côte d'Ivoire, on voit très bien comment l'extraction minière, l'exploitation, le transport se font en dehors de toute intégration des transporteurs locaux ou des acteurs locaux. On peut parler vraiment d'une exploitation hors sol. Ça rejoint certainement l'idée des enclaves qui a été discutée aussi. Voilà. Alors, on les approche ensuite du capital social et culturel. Cela a fortement contrasté, puisqu'elles ont mis en valeur le fort impact sur la production et les flux économiques dans les sociétés locales de l'exploitation de ces capitaux sociaux et culturels. En Nouvelle-Calédonie, l'agriculture en tribu est un modèle exemplaire de cercle virtueux entre la richesse matérielle et la richesse immatérielle, que sont les pratiques sociales et culturelles. Puisqu'ils produisent, et inversement, plus ils produisent, plus ils donnent, et plus ils donnent dans ces traditions culturelles d'échange, plus ils produisent. Donc l'entre-gens et la notabilité sont des valeurs d'échange autant que l'argent, sinon plus. Du côté du Vietnam, mais aussi de la Thaïlande et de l'Indonésie, puisque Madame Dao Thi Ong Mai travaille avec des collègues en Indonésie et en Thaïlande. Toute une analyse des données PAPI, base de données du PNUD, ont été développées pour mettre en valeur l'impact positif du capital social comme ressource très importante pour la personne, mais aussi de meilleure gouvernance locale qui se traduit par une meilleure qualité de gestion publique, notamment dans les localités les plus pauvres. Là où l'argent manque, on accroît le capital social et on promeut plus les actions collectives.
Ce qui joue, c'est cet atout de la confiance, de la relation de confiance dans l'échange et la relation économique et sociale. Une référence a été signalée par un intervenant, les écrits de 98 du professeur Robert Badouin en économie rurale et sur le sujet du développement agricole dans un contexte international. Alors, quel contraste entre cette économie-là et l'économie extractiviste minière productrice d'une masse de plus-value, mais pauvre en impact local et en termes d'économie locale et du faire société, et cette vision du capital social et culturel immatériel, mais producteur de liens et de relations économiques et sociales fortes, riches, nombreuses, résilientes, toujours. Voilà de quoi nous interroger sur ce qui est facteur de résilience et de vulnérabilité dans ces deux mondes mis en parallèle. Voilà. Je voudrais conclure sur la qualité du travail en économétrie des doctorants qui nous ont exposé, toute la difficulté étant de traduire dans ces cadres économétriques et par les séries statistiques disponibles la réalité des capitaux, et la difficulté est énorme quand il s'agit de capital social et culturel, de leur usage et répartition. Alors je voudrais parler du désarroi du géographe de terrain devant la malédiction des économistes à devoir ainsi faire entrer coûte que coûte leurs démonstrations dans des équations de la modélisation économique. Y a-t-il vraiment obligation à l'équation et la mesure quantitative pour des thématiques de ce type? Ne faudrait-il pas tenter la démarche inverse, la démonstration à partir de l'enquête et l'analyse qualitative des mécanismes du capital monétaire et de la nature de sa relation aux capitaux sociaux et culturels? Voilà. Merci beaucoup pour ce résumé à la fois exhaustif et très fidèle de l'atelier d'hier après-midi, qui était rattaché à la thématique capital, patrimoine, etc., qui était quand même un peu hétérogène, puisqu'il y avait à la fois plusieurs communications sur l'aspect minier et celle sur le capital social. Et vous avez, avec succès, tenté de faire une synthèse. Maintenant, il y avait dans cette même thématique d'autres ateliers, et je passe la parole. Bonjour, je suis Laurent Dalmas, donc je suis enseignant-chercheur au CEMOTEV. Donc, je vais essayer de retranscrire un petit peu ce qui a été vu lors de l'atelier de hier matin, donc effectivement sur ce même thème. Donc, je remercie Madame Couret, donc qui a fait déjà la première partie du travail sur l'atelier de l'après-midi sur le même thème. C'était très clair. Merci beaucoup. Juste, donc, on avait plusieurs communications. Donc je vais essayer de synthétiser tout ça en citant chacun des intervenants, un petit peu en essayant de trouver certains des éléments qui sont sortis de cet atelier. Donc l'élément qui était quand même qui est ressorti de manière centrale, c'est la question c'était effectivement le thème de l'atelier, de l'utilisation du patrimoine, de sa mise en valeur. Donc en fait, ce qu'on a vu dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, donc je commence d'une manière un petit peu générale, c'est qu'en fait, bien souvent, ce phénomène de patrimonialisation et de mise en valeur répondait souvent à des situations de vulnérabilité de territoire et de situations de vulnérabilité de territoire très différentes, parce que les territoires en question étaient très différents. Par exemple, on avait notre collègue Michel Vernière qui nous a fait une présentation sur, effectivement, le monde rural en France. Donc là, on est dans le cadre effectivement de pays développés, mais avec effectivement des dynamiques d'abandon, on va réellement parler de friche, c'est le cas depuis dans un phénomène continu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Également, on avait notre collègue Madame Kouassi de Côte d'Ivoire sur des villes considérées, donc en prenant l'exemple de Grand Bassam, autrefois considérées comme importantes dans un ancien monde, dans le monde colonial, qui effectivement se sont retrouvées avec un patrimoine, ce qui n'est pas que le cas évidemment de Grand Bassam, on a pu le voir dans nos propres travaux il y a quelques années pour Saint-Louis du Sénégal, donc dans un état effectivement pour aller d'abandon dans certains cas ou simplement de délaissement de patrimoine bâti, donc d'aspiration pour la plupart coloniale. Et puis on a vu également un autre exemple avec notre collègue donc Jean-François Noël. Alors je vais plutôt prendre l'exemple des chefferies au Cameroun. Hein. Il ne m'en veut pas si je ne prends pas forcément l'exemple des Bigouden en Bretagne, mais qui était très intéressant aussi sur la liaison entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Mais si on prend l'exemple du Cameroun avec effectivement la route des chefferies, où on a une
vulnérabilité qui est également une vulnérabilité d'un territoire qui est surtout issus de chocs qui sont plutôt des conséquences historiques, de conflits entre communautés, d'éclatement du pays, entre différentes cultures et d'un cheminement historique qui n'est pas simplement l'apanage évidemment du Cameroun. Ici, notamment, si on prend l'exemple du Cameroun, on a Jean-François nous a bien expliqué qu'on a la création, effectivement, la mise en valeur d'un patrimoine qui aurait surtout comme but ici, comme résultat de tous ces chocs, de recréer du lien, notamment entre différentes communautés. Donc effectivement, on peut en discuter, être dans certains cas, notamment au niveau architectural, on a vu quelques images relativement artificielles, voire vraiment qui pourraient être même assez choquants dans certains cas. Mais bon, le but, c'est quand même de recréer du lien entre communautés. Et effectivement, dans tous les cas, dans les cas que j'ai donnés ici, dans les 3 cas qui ont été vus, donc le cas de Michel Vernière pour le monde rural en France, le cas de Jean-François Noël pour la route des chefferies au Cameroun, le cas de Madame Kouassi pour Grand Bassam, c'est en fait cette mise en valeur patrimoniale qui a quand même pour but non seulement effectivement de recréer du lien, et ça c'est un élément très important, mais effectivement d'une certaine manière de créer de la richesse et de faire sortir dans certains cas ces territoires d'une situation effectivement un petit peu d'abandon ou d'être un petit peu à l'écart des grands enjeux de développement économique. Finalement, tous ces territoires qu'on considérait au fur et à mesure du temps en friche, ici, donc ça peut être effectivement en termes d'état du bâti, simplement, on l'a vu, de l'abandon de terres, de culture, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on parle de patrimoine matériel, tout un patrimoine immatériel qui est compris derrière et qu'on retrouve notamment en transmission de tradition, en savoir-faire. Donc ici, tous ces éléments-là, on a vu dans toutes les communications, c'était une manière finalement de montrer que ces territoires ont une force assez importante, qui prend du temps, mais qui leur génère une forme de résilience au cours du temps par rapport à des chocs qui étaient relativement divers. Pour autant, on s'est rendu compte dans la plupart des communications que la voie n'est pas forcément dégagée. L'issue semble favorable, mais elle crée également d'autres problèmes. On a vu que, si on reprend l'exemple donc du monde rural dans la communication de Michel Vernière, on voit que la valorisation d'éléments du patrimoine rural qui sont relativement divers, alors il a pris l'exemple de la France, mais ça existe éventuellement également dans d'autres pays, dans les pays développés, des cas également en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, mais en fait, cette mise en valeur d'un petit patrimoine bâti, donc du niveau du patrimoine matériel, donc de rénovation, peut avoir effectivement, on peut en parler encore une fois d'un point de vue architectural, des éléments qui sont effectivement une réinterprétation de l'histoire qui sont à discuter également. On a également la mise en valeur de savoir-faire, notamment, Michel nous l'a bien expliqué, quand on parle d'appellation d'origine contrôlée, où en fait on va toujours pareil, de la même manière, sur du patrimoine matériel, essayer de mettre en évidence tout un savoir-faire qui est derrière. Et un des risques que Michel évidemment a mis en évidence, Michel Vernière, c'est de dire que finalement on relève sur des éléments qui sont relativement proches dans la plupart des territoires de ce qu'on va relever finalement d'accords de mise en patrimonialisation, mais également avec un risque qui est au départ plutôt quelque chose de réponse au choc, de marketing territorial, mais qui va créer une sorte de concurrence entre les territoires et qui effectivement crée un nouveau choc, puisque là on va finalement laisser faire le marché. Et dans cette histoire, on se retrouve toujours d'une certaine manière avec des gagnants et des perdants. Donc c'est quelque chose qu'il faut réussir à prendre en compte lors de ces stratégies de valorisation territoriale et patrimoniale. Également, on a vu dans le cadre de la communication de Mme Kouassi sur Grand Bassam, on a vu que l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, qui au départ effectivement est un des Graals attendus par les gouvernements qui les demandent en général pour préserver leur patrimoine et surtout générer
des ressources en termes de recettes touristiques, crée de grandes difficultés à Grand Bassam, dans le cadre où, à ce moment-là, et c'est quelque chose qu'on connaît à d'autres endroits également, on l'a vu à Saint-Louis du Sénégal, on a une certaine résistance de la part des habitants, puisque cela implique tout un tas de sauvegardes, de plans de sauvegarde et de rénovation dans un certain cadre, qui sont en général très coûteuses et qui finalement amènent à un certain immobilisme qui arrive, comme nous l'a expliqué notre collègue, arriver à faire, dans une nuit, détruire un bâtiment qui pourtant est sauvegardé pour effectivement faire des constructions dont peut-être effectivement des gens en ont effectivement besoin et qu'ils ne pouvaient pas avoir, peut-être ou pas. La troisième communication dont je n'ai pas encore parlé, c'est celle de notre collègue de l'IRD, de Pierre Morand. Là, on est dans un cadre un petit peu spécial, puisque par rapport aux autres communications, on va parler de pêcheurs ghanéens en Côte d'Ivoire, de pêcheurs bozo au Mali, et là, on est dans une pêche qui est évidemment relativement traditionnelle, et là, jusqu'à présent, on n'a pas encore réellement parlé de mise en valeur touristique pour ces activités-là, mais des activités qui, elles, sont très vulnérables et de plus en plus vulnérables pour des chocs divers, les chocs dont on a parlé précédemment, de conflits entre communautés, donc on connaît dans ces régions, mais également effectivement de chocs liés à la mondialisation et la présence de pêcheurs qui évidemment n'ont pas le même savoir-faire ancestral, qui n'ont pas les mêmes moyens et qui arrivent avec des bateaux, des filets beaucoup plus performants et qui viennent pêcher dans les eaux où étaient ces pêcheurs. Et là, effectivement, on met en évidence une certaine vulnérabilité et des communautés qui se retrouvent un petit peu seules face à elles-mêmes et qui disparaissent petit à petit avec comme conséquence, en plus de la perte du savoir-faire, de là effectivement arriver effectivement à faire disparaître cette activité et avec absolument aucune possibilité de reconversion, donc dans des activités agricoles ou d'élevage, d'autant plus que les pêcheurs ghanéens, étant ghanéens, n'ont pas les terres pour pouvoir le faire. Donc finalement, pour conclure, dire que si on regarde un petit peu toutes ces communications, il y a un aspect relativement positif où effectivement la patrimonialisation et la valorisation touristique peut être une réponse à ces chocs, mais ce qui m'est apparu, moi, de manière relativement évidente quand j'écoutais toutes ces communications, c'est que d'une part, ceci demande de la mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'amortir certains chocs en effectivement réussir à créer de la richesse sur des territoires à court terme, sans soi-même, par ces méthodes, créer de nouveaux chocs. C'est-à-dire que là, on a effectivement des chocs qui deviennent endogènes et effectivement qui vont remettre à zéro exactement ce qu'on avait voulu faire au départ. Et la dernière chose, c'est que justement, pour éviter ces questions de choc qui peuvent être créées effectivement ici de manière endogène, souvent, ce qui est apparu dans les communications, c'est un manque de coordination entre les acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des acteurs à tous les niveaux, au niveau local, au niveau international. On parle de l'UNESCO pour les inscriptions, on parle des gouvernements qui demandent à inscrire, pour toujours ici affronter la patrimonialisation par désignation et par appropriation. Mais en fin de compte, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, ces stratégies d'acteurs qui sont en général très divergentes et pourtant souvent qui veulent avoir le même but, c'est effectivement développer des ressources sur le territoire, sont finalement, se retrouvent plutôt également en conflit, voire carrément sont inexistantes. Et notamment, on a des structures locales, ou voire au niveau national, voire supranational, qui sont souvent défaillantes. Et c'est souvent, à mon avis, quand je regardais ces communications, souvent à la base de chocs qui vont devenir endogènes par la suite et qui vont menacer ces communautés et renforcer finalement la vulnérabilité à long terme. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Merci aux intervenants, c'était vraiment très intéressant. Eh bien, merci à toi, Laurent, aussi. Maintenant, quelques 10 minutes pour le débat et les questions de la salle. Moi, j'ai une question. Oui, merci, Jessie. Pour avoir entendu les différentes communications, il me semble que la notion de territoire est très importante dans tout processus de patrimonialisation, puisqu'on voit bien, on a bien distingué la patrimonialisation par désignation, par appropriation, et Jean-François Noël a même parlé de la patrimonialisation, le processus de patrimonialisation à distance par la diaspora, ce qui pose aussi la question de la valeur du patrimoine pour la diaspora et pour les populations qui restent sur place, puisque là, l'évolution peut être aussi différenciée. Mais du coup, ma question est plus pour Pierre Morand. Est-ce que ces populations de migrants qui viennent sur un territoire qui n'est pas le leur ont aussi conscience que ne pas appartenir à ces pays et donc subir les nouveaux dispositifs
mis en place par les pays et pouvoir être chassés, enfin, pas pouvoir être chassés, mais être sur le départ à tout moment, est-ce que ça n'est pas ça la plus grande vulnérabilité pour ces populations de pêcheurs? Oui, aujourd'hui, c'est comme ça que se traduit cette position d'étrangers, qui est une position paradoxalement existante et recherchée dans des systèmes politiques qui ont quand même longtemps fonctionné, c'est-à-dire que dans un territoire géré de façon traditionnelle, il y a une position pour l'étranger souvent, parce que l'étranger sait faire des choses que ne savent pas faire ou ne font pas bien les populations autochtones. Et c'est intéressant d'avoir un étranger qui vient, qui gagne bien sa vie parce qu'il sait exploiter des ressources que vous ne savez pas exploiter, qui va certainement donner quelque chose aussi pour avoir le droit d'être ici. Et ces situations sont très durables. Elles sont très pérennes, disons, pendant longtemps. Vous allez dans différentes régions d'Afrique, y compris pas seulement sur l'eau, mais sur la terre. Vous avez des populations autochtones qui ont des étrangers qui travaillent efficacement et qui donnent quelque chose aux autochtones et qui eux-mêmes arrivent à se pérenniser. Et donc, en soi, ces systèmes qui sont aussi finalement des sortes d'institutions traditionnelles, rapport autochtone-étranger, étaient efficaces, étaient finalement assez sécurisantes pour tout le monde. Et les étrangers se plaisaient et trouvaient leur intérêt dans ces situations. Aujourd'hui, avec des nouveaux systèmes institutionnels, et notamment avec la décentralisation, qui veulent formaliser le rapport entre les citoyens du pays et leur territoire, qui donnent donc des possibilités d'une gouvernance décentralisée, avec la création de communes ou de diverses collectivités territoriales décentralisées, eh bien, ces arrangements institutionnels anciens, traditionnels, qui donnaient une place aux étrangers, sont bousculés. Et les étrangers ne trouvent plus une place dans une collectivité territoriale décentralisée d'aujourd'hui au Mali. Il n'y a pas un collège, par exemple, il pourrait y avoir ça, mais peut-être que ça n'a pas été pensé, un collège réservé au vote des étrangers, ou en tout cas qui leur donne quelque part une place pour parler. Et donc les migrants, par exemple, de Côte d'Ivoire, eh bien, sont réellement, cette fois, sur un strapontin éjectable. Il n'existe pas dans le système de pouvoir, de représentation dans la démocratie, et ça les met en danger. Ça les met en danger, et donc c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Jean-François, je suis ici. Oui, mais je voulais bien réagir, en fait, parce que je crois que c'est assez illustratif, les remarques de Dominique, que je remercie beaucoup pour la qualité de la synthèse qui a été faite. Ça annonce un petit peu peut-être les débats qu'on aura tout à l'heure, à la fin du colloque, sur les questions de méthodologie, de rapport entre les disciplines, de démarche. Voilà. Alors moi, ce que je pense, et je crois que c'était assez illustratif, en tout cas le travail qui a été présenté par Rajwan Kaffouni à partir de l'exemple de l'agriculture en tribu, c'est un travail qui prend ses sources et qui s'est nourri des échanges avec les anthropologues, avec les sociologues. Et le point de départ, comme l'a très bien rappelé Rajwan, c'est en fait un article qui a été coécrit par Alban Bensa, anthropologue, et Jean Fraisse, économiste ou socio-économiste, comme lui-même se définissait. Et c'est un article de 1994 qui s'intitulait « La société kanak est-elle soluble dans l'argent ?» Et c'est cette combinaison, ce regard pluridisciplinaire, qui me paraît intéressant. Je ne pense pas qu'il y ait une démarche qui soit supérieure à une autre en la matière. La prise en compte des contextes, confrontée aussi avec la mobilisation de données quantitatives, je pense qu'on a tous, du haut de nos disciplines, quelque chose à apporter à la compréhension de phénomènes complexes. Et je crois que les thèmes de vulnérabilité et de résilience, mais c'est un peu, j'avance peut-être un petit peu par rapport à la conclusion générale du colloque, justement, c'est l'intérêt aussi de ces notions-là. C'est qu'elles peuvent être appropriées par différentes disciplines ou entre les disciplines. On en parlera tout à l'heure. Oui, je crois que ça renvoie effectivement à la séance, aux deux séances sur modèle, concept et mesure. Maintenant, il y a une autre question.
Michel C'était Vernière. moi une question, une remarque complémentaire à ce qui me semble-t-il a été dit à l'instant par les intervenants précédents. Je ne parle pas de la conclusion générale du colloque qu'a anticipé Vincent. C'est sur la patrimonialisation. Je crois qu'il a été indiqué très clairement dans les ateliers, et on l'a vu dans les cas concrets, qu'elle pouvait venir du haut ou de l'extérieur au territoire, ou au contraire être générée à l'intérieur de celui-ci. Mais la deuxième conclusion, c'est que quelle que soit la procédure en question, il faut que l'ensemble de ces acteurs, c'est ce qu'a rappelé Laurent tout à l'heure, l'ensemble de ces acteurs soient présents. Et dès lors, évidemment, on retombe sur le problème fondamental de la coordination. Et cette coordination, elle ne peut être que celle des autorités politiques au niveau territorial comme au niveau national. Merci beaucoup, Michel Vernière. Bon, maintenant, je crois qu'il n'y a plus de questions. Nous allons passer au deuxième bloc, qui était un bloc très important, à la fois par son importance intrinsèque et par le nombre de communications, qui portait sur les catastrophes naturelles, puisqu'il y avait 4 sessions consacrées à ce thème. La première qui tournait autour du projet ANR Relève, dont le CEREMA et le chef de file et Nathalie Potier, la référente au niveau du CEMOTEV qui participe à ce projet. Ensuite, il y avait des ateliers plutôt un peu sur différents types de catastrophes, sur les inondations, sur l'érosion côtière, et enfin une 4e session avec deux contributions, une qui était centrée sur les aspects découlant du changement climatique et l'autre sur le rapport à l'humanitaire, entre l'humanitaire et les catastrophes. Donc je donne la parole d'abord à Nathalie Potier, je crois, puisqu'elle est prête, et ensuite à Madame Verret, qui va également traiter ce sujet. Merci. La parole. Alors moi, je vais plutôt faire un petit rappel sur les communications et sur les questions qui ont été soulevées dans le cadre de ces communications, et puis je laisserai ensuite la parole à Yvette Verret pour la mise en perspective. Alors effectivement, on a eu 13 communications regroupées en 4 sessions pour cet atelier session catastrophes naturelles et résilience territoriale, ce qui montre l'intérêt fort sur cette thématique, et puis aussi le défi qui est posé à nos sociétés d'aujourd'hui, de faire face à la fois à la crise politique et économique, et aussi de prendre en compte les éléments naturels qui ont été mis en évidence dans ces communications. On a eu 3 communications sur Dakar et les stratégies mises en œuvre pour faire face aux inondations. Et dans ces communications qui ont été faites par Monsieur Abou, Karim Kébé, Anastasi Mendy et René Diouf, il est mis en évidence la question des échelles de temporalité et de spatialité dans la mise en œuvre des mesures de résilience. La question qui est posée porte sur la résilience comme capacité de résistance, d'absorption ou de récupération. Et dans les cas qui ont été présentés, où nous sommes sur une résilience urbaine, eh bien, la résilience, ce qui est ressorti, c'est que la résilience est comprise comme une résilience partielle, qui est surtout traduite dans les faits, dans l'action publique et dans les mesures mises en place, comme une résilience résistance. Alors que la résilience doit être
conçu de façon plus large que simplement la résistance. Alors pourquoi la résilience conçue comme résistance? Donc il s'agissait pour la ville de Dakar de mesures de protection qui sont ponctuelles et qui sont temporaires dans le temps pour lutter contre les inondations de la ville. Et on peut se poser la question justement de la temporalité qui est derrière cette notion de résilience lorsque on aménage un territoire soumis aux risques naturels. Cette temporalité est conçue par le pouvoir public et l'action publique par rapport à sa temporalité, une temporalité beaucoup plus courte et qui interpelle quelque part la question de la dynamique du mouvement du territoire, puisqu'on est sur des territoires qui sont en mouvement. De par l'urbanisation, la progression de l'urbanisation dans la ville de Dakar va modifier la vulnérabilité et modifier donc le risque et l'aléa. Cette notion de dynamique du territoire n'est pas toujours ou difficilement traduite dans les mesures d'adaptation des territoires face aux risques. On retrouve également cette question de l'adaptation comme capacité de résistance ou adaptation comme capacité d'absorption dans les communications qui ont été présentées sur l'érosion littorale en question. Nous avions 3 communications également qui ont été présentées sur l'érosion littorale au Sénégal et en Côte d'Ivoire et qui mettent en évidence ici les conflits entre l'action publique et puis les populations, les communautés rurales, les communautés du territoire, et qui interpellent en termes de résilience cette adéquation entre la résilience vue sous l'angle de l'action publique et la résilience vue sous l'angle des populations. Monsieur Aloun Khan a fait référence à une expression, l'érosion. Y a-t-il une érosion de la résilience ? On peut se poser la question de cette érosion de la résilience, c'est-à-dire de cette lassitude des populations dans des territoires où, malgré les objectifs de protection, de préservation, eh bien, cette résilience territoriale, finalement, n'avance pas, n'aboutit pas, parce qu'il manque un élément dans cette prise en compte de la résilience, c'est l'élément d'ancrage territorial. Et aussi bien pour les communications sur l'érosion littorale, où on a soit une disparition du littoral ou soit une volonté de délocalisation des habitants, comme par exemple pour la ville de Grand Laou en Côte d'Ivoire, cette manque de prise en compte de l'ancrage territorial et de l'identité des communautés locales conduit à des actions qui, à un instant T, sont résilientes parce qu'elles protègent le littoral en faisant des murs de protection, en faisant des mesures ponctuelles, mais sur le temps plus long, finalement, contribuent à vulnérabiliser le territoire. Et je crois qu'un élément important, au moins de ces 2 grandes sessions sur l'érosion littorale et puis sur les stratégies de gestion des inondations à Dakar, ont montré que les facteurs de résilience à un instant T peuvent devenir des facteurs de vulnérabilité à un instant T+1,
puisque les pouvoirs publics, s'ils pensent sur un temps court et qui ne prennent pas en compte, l'identité du territoire, deux, la dynamique alors naturelle, géographique, on a une dynamique naturelle du littoral qu'il faut prendre en compte, c'est la résilience finalement, à long terme, n'apparaît pas. On a beaucoup de mal à mettre en œuvre cette résilience. Alors ça, c'est un élément important, et puis je vais laisser la parole à Yvette Verret ensuite. La question de la résilience comme processus ou état a aussi été soulevée dans ces communications. On a eu les communications également sur la préparation à la catastrophe en situation ex-ante, avant une catastrophe, comme par exemple pour Paris face à la crue majeure de la Seine, ou la préparation à la catastrophe ex-post, à une future catastrophe, dans le cadre de la reconstruction post-catastrophe à Saint-Martin, par exemple. Et là, on peut se poser la question de la résilience comme processus et comme état. Comment concilier ces deux aspects-là, puisque d'un point de vue des systèmes socio-écologiques, la perturbation fait partie du système, et comme les événements naturels font partie du fonctionnement de la planète Terre, et la résilience donc doit être conçue sur un temps plus ou moins long. La question aussi de l'opérationnalisation et de la mesure de la résilience doit être aussi, a été soulevée par Diatou Tiao, et puis également par la communication sur l'impact du changement climatique sur le tourisme, comment créer des indicateurs synthétiques qui prennent en compte les emboîtements d'échelle temporelle, spatiale, la résilience individuelle et collective, et la résilience comme état inhérent et comme processus. Voilà. Je laisse la parole à Yvette Verret pour continuer. Merci. J'ai beaucoup apprécié les différentes communications que j'ai entendues, toutes les communications de cette approche sur les catastrophes, et ainsi qu'un certain nombre dans d'autres ateliers. Mais je vais traiter un peu plus largement de cette question, enfin ce que ces approches m'ont amené à quoi ces approches m'ont amené à réfléchir. Je rappellerai que traiter de la résilience des territoires revient à envisager la manière dont ces territoires font face à un choc, aux différentes perturbations, soit en s'adaptant et en conservant leur principale fonction, on pourrait dire que c'est la résilience au sens strict, soit en bifurquant vers d'autres composantes, de nouvelles interactions, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais dans ce cas, peut-on encore parler de résilience ? En tout cas, j'ai remarqué que beaucoup de travaux ont porté sur la vulnérabilité, en géographie notamment, vulnérabilité qui met en avant la fragilité des systèmes, fragilité socio-spatiale, politique, fragilité aggravée par les processus physiques, par les aléas dont il a été question aussi. Alors pour passer de la vulnérabilité à la résilience, il me semble que 3 points ont émergé de vos travaux. D'abord, la question des acteurs. Et je rappellerai qu'en 2012, l'ONU souligne qu'à la surface de la planète, je cite, « l'objectif de la résilience est universellement adapté comme l'idéal aux niveaux individuels, organisationnels, communautaires ». Et l'UNISDR, c'est-à-dire le bureau qui s'occupe des questions de risques et de catastrophes à l'ONU, souligne aussi qu'il faut donner le pouvoir aux collectivités locales, aux communautés locales pour réduire risques et catastrophes. Alors il est certain que tous les acteurs doivent être mobilisés pour répondre à ces problématiques. Et par tous les acteurs, j'entends l'État, les administrations, les entreprises, les associations, les ONG, le citoyen. Mais
bien entendu, pour moi, le citoyen est tout à fait fondamental. Il est partie prenante, même dans les pays riches où il est un petit peu éloigné des problèmes, notamment de la nature. Il faut le ramener vers ces questionnements. Mais il me semble que les approches récentes prônées par l'UNI-SDR constituent, en termes de résilience, une nouveauté, un changement de paradigme. Et je voulais vous préciser ma réflexion à cet égard. On met désormais l'accent sur les individus, sur la société civile, qui doit se substituer autant que faire se peut à l'État et aux aides extérieures. De sorte que l'on peut se demander quand même si la résilience n'est pas le nouvel avatar du libéralisme, avec l'idée qu'au fond, l'acceptabilité sociale permettra et la culture du risque permettra de dépasser les carences des États, permettra aussi, et je pense aux pays riches, de s'implanter dans des espaces à risque, en connaissance de cause. Finalement, cela renvoie aussi à la question de l'auto-organisation des collectivités et des populations dans un contexte d'État faible, qui risque peut-être, en termes de résilience, d'aboutir à stigmatiser les territoires et les populations les plus vulnérables, les plus démunis, qui échoueraient à se reconstruire ou à s'adapter. Donc ça me paraît être une réflexion à mener qui est en filigrane dans beaucoup de vos travaux. Le deuxième aspect, j'irai plus vite parce que Nathalie en a parlé et qui ressortait d'à peu près toutes les communications, c'est la difficulté en termes de résilience d'introduire les temps et les espaces. C'est un élément majeur de la réflexion, c'est un obstacle aussi, me semble-t-il, à l'usage de la notion de résilience. Les temps, la résilience concerne-t-elle le temps court, le temps moyen, un temps long ? À quelle échelle temporelle cette notion devient-elle pertinente ? Quelques semaines après un choc, quelques années. Je pense par exemple au tremblement de terre de Lisbonne de 1755. J'imagine que les Lisboates du moment trouvaient que la résilience ne venait pas vite. Quelques dizaines d'années après, on a reconstruit la ville. Et d'ailleurs, ça a été une opportunité tout à fait favorable pour un urbanisme beaucoup mieux adapté et beaucoup plus moderne qu'a fait le marquis de Pombal. Et là, on peut dire que c'est résilient. Mais évidemment, on retrouve là un problème entre les chocs rapides et les chocs lents. Je pense par exemple aux sécheresses et à leurs effets sur le long terme, dont on a longtemps débattu autour de la désertification notamment. Et ces questions renvoient aussi, Nathalie l'a dit, au temps court des politiques. Pour eux, c'est le vote suivant qui est important. Au temps plus long de l'administration, au temps parfois très long des scientifiques ou des gestionnaires, et au temps du citoyen qui, lui, voudrait évidemment retrouver au plus vite la situation précédente. Alors tout cela introduit des difficultés dans la gestion, voire des conflits, parfois entre acteurs. Les échelles spatiales sont aussi difficiles à manipuler. Qu'est-ce qu'un territoire résilient ? Le territoire étant défini au sens d'espace pourvu d'un contenu juridique, d'appropriation, d'une dimension administrative et d'un sentiment d'appartenance de la part du citoyen. Or, comment sait-on qu'un territoire s'est complètement rétabli ? Est-ce que c'est par exemple en comptant la population qui est revenue ? Mais dans ce cas-là, on risque d'oublier les liens sociaux, on risque d'oublier les repères spatiaux et familiaux. La Nouvelle-Orléans en a fourni d'ailleurs un très bel exemple. On peut aussi remarquer, Nathalie l'a dit, c'était présent dans vos travaux, qu'améliorer un sous-système, j'entends par là la ville étant un système, le sous-système c'est par exemple les infrastructures critiques, améliorer ce sous-système ne signifie pas forcément améliorer et conduire à la résilience l'ensemble de l'espace urbain, et même
et Nathalie l'a dit aussi, cela peut entraîner d'ailleurs des effets contraires à une échelle différente. C'est-à-dire, je pense par exemple, j'habite dans un parc naturel, un parc régional, on renvoie en périphérie tout ce qu'on ne veut pas, qui n'est pas durable ou considéré comme durable dans le parc. Ça n'est évidemment pas acceptable. Ça pose la question des relations entre territoires et des effets dominos qui peuvent, à partir d'un territoire, affecter des territoires voisins et à des échelles de temps aussi variables. Je terminerai en m'interrogeant, et c'est aussi vos travaux qui m'ont conduit à cela, sur la possibilité d'établir un indice synthétique de résilience. Car évidemment, c'est extrêmement souhaité. Est-ce souhaitable? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est certainement très difficile. Le Commissariat général au développement durable considère que c'est impossible, car cet indice, je cite, supposerait de résumer à tout moment le bien-être des citoyens de façon à juger de l'évolution de la qualité de la vie sur le territoire considéré, et après le choc considéré. Donc, on peut faire, et on a beaucoup d'exemples, probablement des indices ou des indicateurs pour des sous-systèmes. Pour l'ensemble du système, ça reste difficile. Ce qui m'est apparu dans vos travaux et qui m'a tout à fait passionné, c'est que la résilience est une notion extrêmement complexe, voire parfois floue, ça on le savait, mais qu'elle permet de décloisonner les savoirs, les connaissances et les diagnostics sur un espace donné et dans un temps donné. Et ce travail transversal que vous avez lancé aujourd'hui est tout à fait fondamental, me semble-t-il. Mais il faut retenir que différents modes, il n'y a pas un modèle de résilience, mais différents aspects issus de choix politiques face aux chocs, face aux catastrophes, qui mobilisent des conceptions parfois antagonistes de la normalité urbaine, pour reprendre cet exemple, et également de la justice socio-spatiale à promouvoir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants et qui ouvrent des perspectives importante de recherche sur ces thèmes. Maintenant, nous allons ouvrir le débat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Isabelle Droit, IRD-UMI Résilience. Moi, j'ai une question aux collègues sénégalais là, qui ont travaillé sur Dakar, notamment. Alors, d'abord, je m'excuse, comme j'étais dans une autre session et que je présidais, je n'ai pas pu assister. Donc, peut-être que ma question va tomber à plat, mais quand on regarde l'atlas démographique de Dakar, on voit que maintenant, la région de Dakar comporte 25% de la population sénégalaise qui est à Dakar, donc avec une dynamique extrêmement forte. Et j'en reviens donc à la question de la prise en compte, qui a été bien soulignée. Comment on ancre aussi comment on prend en compte les stratégies et les souhaits des populations locales dans un processus où on voit que ça va très très vite aussi avec l'arrivée de nouveaux habitants. Donc je ne sais pas si vous avez, si dans la réflexion sur la résilience et les politiques qu'on peut mettre en place, comment on arrive à prendre en compte ces, en quelque sorte, allochtones, parce qu'ils n'ont pas du tout le même ancrage dans le territoire. C'est aussi la réflexion qui avait été faite au sujet des pêcheurs. Ils ont pas le même rapport au territoire. Et on est dans une dynamique très forte, donc qui bouscule aussi les temporalités dont on a parlé. Merci. Bonjour, Jean-François Rode, professeur à l'Université de La Réunion. Juste pour répondre au professeur Verret, est-il possible de construire un indice synthétique de résilience? Le professeur Briguglio de l'Université de Malte a apporté une réponse claire, oui, puisqu'il a construit lui-même un indicateur de résilience depuis 2009 qui a été réactualisé, il me semble, en 2014 ou 2015, c'est effectivement pas très simple à faire puisque ça nécessite de synthétiser tout un tas d'informations sur plein de domaines. Je crois qu'il avait choisi 4 ou 5 domaines, lui, de mémoire, stabilité macro, efficience des marchés, gouvernance, capital social et gestion environnementale.
Et c'est quand même assez intéressant comme indicateur, même s'il reste très imparfait, c'est qu'il permet effectivement de montrer, en croisant avec les aspects de vulnérabilité, que peut-être que les pays qui sont développés aujourd'hui ne le sont pas par hasard, et que les pays qui sont enlisés dans la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas non plus le fait du hasard. Et ça permet effectivement d'apporter un éclairage sur l'impact de certains choix de politique économique, sur le fait que des pays aujourd'hui s'en sortent plus ou moins bien et d'autres non. Donc sur le côté opérationnel, ça existe. Maintenant, bien évidemment, ça peut être très critiqué, hein, comme tout indicateur. Oui, Natalia. Oui, Natalia Zografou, donc maître de conférence CEMOTEV. Je voulais rebondir, du coup c'est très bien parce que c'est exactement dans le même, la continuité des réflexions. C'est vrai qu'en écoutant hier les sessions, puis l'intervention de Madame Verret et votre complément d'information, aujourd'hui je me pose des questions, donc je me retrouve dans un dilemme de chercheur. Du coup, on se dit d'un côté, il faut... il faut renforcer les capacités du citoyen. Le citoyen, c'est le cœur de la résilience. Donc, mais comme vous le dites très bien, Madame Verret, donc je suis tout à fait d'accord. Surtout que dans la session qui va suivre, vous allez voir que je découvre empiriquement des choses un peu qu'on évoque ici. Donc, est-ce qu'on va vers un libéralisme, une nouvelle forme? Et peut-être, effectivement, je reposerai la question tout à l'heure. Et dans ce cas-là, est-ce que l'échelle de mesure doit se résumer à l'individu? Donc, est-ce qu'on doit se concentrer sur la mesure de la résilience au niveau individuel, voire communautaire, et se priver d'une analyse un peu plus globale, qui est tout à fait critiquée? Par contre, l'existence de telles mesures, quand même, nous prouve qu'il y a un certain intérêt. Et je rebondis sur la présentation de M. Kofi, qui nous présentait hier, justement, la notion de résilience d'une autre façon, par la manière de l'approche constructiviste. La résilience, en fait, finalement, c'est pas une résilience personnelle, mais on peut l'avoir comme une résilience systémique, qui est co-construit et le terme c'était même un construit social, voilà. Et donc où l'intérêt du politique est très important. Et donc on voit qu'en fait entre cette nouvelle forme de libéralisme qui peut être un risque et de l'autre côté l'importance d'une intervention. Encore une fois, on reste dans l'intervention étatique, institutionnelle, à différents niveaux. Donc moi, personnellement, je me trouve dans un dilemme sur quelles mesures il faut qu'on aille, mes mesures micro, méso, complètement oublier, abandonner l'échelle étatique, voire peut-être, pourquoi pas, poursuivre la mesure étatique, puisque le rôle de l'État reste quand même fondamental à travers les institutions, qu'elles soient institutions officielles étatiques, ou voire même juste donner un peu plus de pouvoir aux institutions sociales. Voilà, donc c'est une question globale, mais en tout cas, c'est très intéressant d'écouter. Merci. Ce n'est peut-être pas une question, mais en tout cas, inciter les présentateurs et toutes les équipes ensemble, peut-être à voir comment, en tout cas, collaborer, scientifique et peut-être État. Tout à l'heure, peut-être dans toutes les présentations, on a vu, en tout cas, les difficultés de mettre en place des stratégies à l'échelle des territoires. C'est les territoires de qui? Les territoires des communautés, parce qu'on a des collectivités territoriales. On a également, donc, peut-être l'État. Mais si on voit, par exemple, par rapport aux recommandations, aux incitations à l'échelle internationale, toutes les communes, toutes les villes sont incitées à élaborer leur plan d'adaptation. Et ces plans sont élaborés à l'échelle donc des communes. Est-ce que maintenant, ça incite, en tout cas, les États à faire des approches territoriales à l'échelle écosystémique ou à l'autre échelle? Donc, ça veut dire que chaque collectivité territoriale suit ces recommandations. Donc finalement, les problèmes sont abordés à l'échelle de collectivités territoriales, à l'échelle de communes. La commune, par exemple, de Mbour ou autre commune va essayer, alors qu'on a un pas à Mbour, un pas à Saly, on va essayer de régler notre problème au niveau de Saly. Et comme l'a dit tout à l'heure, les problèmes sont transposés peut-être à Malicounda ou ailleurs. Mais maintenant, devons-nous peut-être rester là à dire qu'il y a des limites, l'agenda de l'État, l'échelle de l'État, l'échelle de la commune. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, entre scientifiques et État pour des décisions, en tout cas, plus éclairées. Je pense que là également, nos critiques et nos remarques devront également aller dans ce sens de recherche de solutions, pour harmoniser avec les recommandations à l'échelle internationale, qui incite plus à une gestion beaucoup plus parfois locale donc, de la question. Merci. Merci pour cette intervention. Votre voisine. Je me présente, c'est Anastasie Mendy de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est juste une tentative de réponse à la question de Madame Isabelle Droit. J'espère que je vais y arriver. Si je comprends bien votre question, c'est sur la prise en compte de la dynamique urbaine de Dakar dans la réduction de risques, par exemple un risque comme risque inondation. C'est vrai que la ville de Dakar, elle a un taux d'évolution assez énorme. C'est impressionnant du point de vue spatial et du point de vue démographique. Dire aussi que Dakar s'accroît par l'intermédiaire de nouveaux arrivants, on a dépassé ce stade d'exode rural maintenant. Maintenant, c'est à l'intérieur même de la ville où il y a ces déplacements du centre ou des quartiers centraux vers la périphérie. Et l'État tente, là encore on va me reprocher peut-être de dire l'État chaque fois, mais l'État tente à travers des mécanismes, avec la création par exemple de la nouvelle ville de Diamniadio, d'anticiper sur certains risques. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que la population est assez bien éduquée? Est-ce que la population va respecter certaines lois, etc., leur application lors de l'installation? Parce que ce qu'il faut remarquer au niveau de Dakar, et ça peut-être je peux généraliser à l'ensemble des villes de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les populations s'installent, ensuite arrivent les infrastructures. Et c'est un problème. C'est là le véritable problème. Est-ce que c'est lié à la pauvreté? Est-ce que c'est une culture de non prise en compte du risque ou bien d'anticiper cette dynamique? Mais dans tous les cas, l'État tente de répondre, mais peut-être lentement. Voilà. Mais c'est aussi aux citoyens de participer et d'intégrer ce risque lors de l'installation. C'est des tentatives. Je ne sais pas si j'ai assez bien répondu à votre question. Merci beaucoup pour cet éclairage dakarois, Anastasie. Je crois qu'il y a encore une question. Je voudrais être très bref, mais poser une question à nous tous, parce que c'est bien l'objectif que d'ailleurs nos rapporteurs ont évoqué et qui s'est retrouvé, y compris dans la séance patrimoine, c'est la question de la concurrence entre les territoires. Il faudrait approfondir vraiment cette question parce qu'elle est, me semble-t-il, tout à fait décisive. Chacun prend ses initiatives et bien sûr, ça renvoie à qui dit concurrence entre territoires. C'est souhaité dans une logique libérale, sinon ça pose des problèmes de régulation. Et à quelle échelle on assure cette régulation? Dans l'état actuel des choses, on voit mal comment ça ne pourrait pas être fait au niveau national. Le rêve serait l'international, mais voilà, merci. Problème effectivement crucial, la concurrence entre territoires. Oui. Juste un point, parce que Madame a déjà bien amorcé. Je crois que l'intérêt de la conférence vulnérabilité et résilience, c'était de se dire que les rapports entre les deux changent. Changement des vulnérabilités avec urbanisation, changement climatique, changement dans la résilience aussi. Et je crois qu'il ne faut peut-être pas aller trop vite et se tromper de lecture. Le fait que dans les nouvelles vulnérabilités, plus d'interdépendance et changements d'environnement, il faille des actions locales, n'implique pas un retour au libéralisme. Elle implique un rebalancement des rapports du politique et des volontés. On peut tout à fait faire une lecture où on dit qu'il faut plus de pouvoir politique au niveau local pour répondre aux situations. On ne s'enferme pas dans un dilemme que le marché aimerait bien nous voir suivre. Merci Pascal Petit. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Vincent? Une remarque?
Oui, simplement pour réagir sur ce qu'a rappelé Jean-François Hoareau et sur la discussion sur est-ce que c'est possible d'avoir un indicateur synthétique de la résilience. En fait, c'est un élément de discussion aussi que je livre, hein, qui a été évoqué après par plusieurs intervenants, c'est de dire, en fait, on peut tous construire autant d'indicateurs qu'on veut et dire que ça va mesurer la résilience, mais à partir de quand cet indicateur existe-t-il réellement? À partir du moment où, où on s'en saisit dans une arène politique pour faire des choses. En ce sens-là, la vulnérabilité, ça existe dans l'arène politique, vu que c'est un des 3 critères de définition des pays les moins avancés. Donc là, on a quelque chose qui, effectivement, va impacter concrètement des choix, des possibilités d'obtenir des financements pour un certain nombre de pays, etc., etc. Et je me rappelle très bien quand Briguglio était venu ici en 2013, Laurent y était aussi, je vois qu'il s'en souvient, on avait organisé une discussion avec des représentants du PNUD, justement, qui étaient venus là, et Briguglio avait présenté son indicateur, et la réaction de la personne du PNUD qui était là, c'était de dire, mais nous, ça ne les intéresse pas. Donc, ça veut dire, ça ne va pas exister dans le champ politique, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur de résilience qui est fabriqué par quelqu'un et qui ne sert à personne, finalement, qui ne va pas être repris dans un champ politique, etc. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va arrêter là cette discussion extrêmement intéressante pour passer au dernier chapitre, c'est-à-dire ceux qui tournaient autour des risques sociaux. Donc, ça va être rapporté par Claire Gondard-Delcroix. Je suis Claire Gondard-Delcroix de l'UMI Résilience IRD et je vais vous parler de la question, des questions qui ont été traitées dans les ateliers relatifs à la protection sociale. Alors, tout d'abord, préciser que ce dont il s'est agi, c'est la protection sociale au Sud. Essentiellement, les travaux étaient tous orientés sur les pays du Sud. Et les défis qui doivent être relevés par la protection sociale au Sud, comme ça a été rappelé par les différentes présentations, sont en fait un quadruple défi d'informalité, de pauvreté, de ruralité et d'enclavement, qui du coup font que les outils qui existent au nord, dans les pays anciennement industrialisés, sont en grande partie inadaptés. Donc, la question, c'est dans ce contexte spécifique des pays du Sud, avec ces défis spécifiques, quelle protection sociale peut-on mettre en place? Quelle forme de protection sociale inventer, adapter dans un contexte politique au niveau international qui est celui d'une volonté ou d'extension de la protection sociale. Donc c'est le BIT qui nous parle dès 2012 du socle universel de protection sociale. Autrement dit, faire en sorte que dans tous les pays, même les pays les plus pauvres, on mette en place un accès à la protection sociale pour tous. Donc cela touche effectivement de nombreux ODD, objectifs du développement durable, de différentes capacités pour les personnes, et du coup, ça touche évidemment à la question de la résilience. Donc, à travers cette question un peu transversale à l'ensemble des présentations, donc quelle protection sociale peut contribuer à la résilience dans les pays du Sud. Donc cette question principale, en fait, je vais la décliner ici en essentiellement 2 points transversaux aux différentes présentations qui ont eu lieu. J'en profite pour souligner l'homogénéité des séances et la richesse des communications et des débats. Et donc je remercie les organisateurs d'avoir permis cela par leur programmation. Donc ces 2 points essentiels sont d'ailleurs transversaux à certaines choses qui ont été présentées par les collègues sur les thématiques précédentes. Le premier d'entre eux sera sur la question de l'extraversion des politiques de protection sociale au Sud, et le deuxième point sera sur la nécessité de prendre en compte les normes locales de protection sociale. Donc 2 thèmes qui sont d'ailleurs liés. Alors, sur l'extraversion des politiques de protection sociale au Sud, qu'est-ce qui s'est dit essentiellement ? Première communication qui s'est emparée de cette question, c'est celle de Jean-Philippe Bérou et ses collègues, qui ont bien montré, donc à travers l'étude du réseau
des acteurs de la protection sociale à Madagascar qui ont montré... alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous explique en 2 mots. En fait, ils ont travaillé sur... en fait, je fais partie aussi des communicants. Ils ont travaillé sur le groupe des acteurs de la protection sociale, donc toutes les institutions nationales de la protection sociale à Madagascar, mais aussi internationales, émanant du secteur public, mais aussi du secteur privé, et y compris la société civile. Et l'idée, c'était d'analyser comment ces acteurs formaient ou pas des coalitions, et donc des communautés d'intérêts et de valeurs, et comment, du coup, les rapports entre ces acteurs pouvaient influencer l'orientation de la politique publique. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a 2 principalement coalitions qui existent à Madagascar dans cette politique de protection sociale. D'une part, une coalition orientée autour d'un format de protection sociale plutôt d'assistance à travers les transferts conditionnels ou inconditionnels monétaires. Et puis, une deuxième coalition plutôt portant une vision de la protection sociale contributive, plutôt en termes d'assurance sociale. Et il démontre à travers une analyse de réseau que la protection sociale, enfin que la coalition dominante est celle qui est autour donc, des questions de transfert monétaire. Mais que ce soit l'une ou l'autre de ces 2 coalitions, on retrouve à l'intérieur des structures de réseau où on voit que ce sont des politiques essentiellement décidées par des acteurs internationaux dans d'autres arènes que l'arène politique malgache et qui sont quelque part importées sur le débat national via ce qu'on appelle en analyse de réseau des brokers, mais c'est-à-dire en fait des portiers qui sont les ministères nationaux malgaches et qui vont permettre d'apporter ces débats au niveau local. Donc ça pose une grande question sur l'organisation de cette politique publique et le fait de l'ancrer dans un territoire national. Il y a également la communication de Marie Thoreux et de ses collègues qui interrogent également les modèles voyageurs de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, qui ont été cités également par les collègues qui ont travaillé sur les questions de patrimoine. Et elles ont travaillé donc sur ces modèles de transfert conditionnel monétaire en interrogeant comment des normes qui sont en fait pensées essentiellement dans les institutions internationales qui promeuvent ces modèles, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le PAM ou d'autres institutions. Donc comment ces modèles avec des normes pensées à l'extérieur, notamment les normes de ciblage qui vont s'appuyer sur des calculs statistiques complexes, et finalement quand on arrive au niveau local à faire ces transferts, elles sont complètement incompréhensibles aux populations locales. Et donc une norme que les personnes trouvent incompréhensibles, elles sont très vite considérées comme illégitimes, et en fait, on va avoir des moyens de contournement de ces normes, ou en tout cas de réadaptation de ces normes pour les mettre en phase avec les normes locales. Notamment, ça peut être des mécanismes de redistribution des transferts à des gens qu'on trouve plus légitimes pour les avoir selon les critères locaux, par exemple. Donc voilà, ça c'était la première grande thématique, donc sur l'extraversion de ces politiques de protection sociale, et donc qui débouche sur la question de l'articulation entre des normes qu'on pourrait appeler exogènes, qui sont créées dans d'autres arènes politiques, et des normes qu'on pourrait appeler endogènes, créées localement par le jeu des acteurs locaux. Voilà, comment ça s'articule, comment ça marche, et du coup, comment ça nous permet aussi d'interroger la résilience globale de ces systèmes de protection sociale. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point est sur l'importance sur cette question de la politique de protection sociale, l'importance de prendre en compte, au-delà de la protection sociale formelle, c'est-à-dire celle que l'on connaît essentiellement dans les pays anciennement industrialisés, qui va passer soit par des modèles d'assurance sociale, soit par des modèles de transfert et d'assistance, ou alors aussi quelques modèles universels de pension et autres. Au-delà de ces formes donc formelles de protection sociale, prendre en compte également tout ce qui va relever de la protection sociale informelle, qui en fait, dans les pays dont on a traité dans cet atelier, concerne
la très large majorité de la population. Par exemple, je vous parle de Madagascar, que je connais mieux, c'est 90% de l'emploi qui est informel. Le taux de pauvreté, c'est à peu près 90% aussi de la population, même si ça dépend après des critères qu'on utilise. Et donc, en fait, la très grande majorité de la population n'a accès qu'à des mécanismes de protection sociale informels. Donc si on veut informer proprement les politiques publiques de protection sociale, il s'agit bien à un moment donné de comprendre ces mécanismes préexistants, de voir comment ils s'articulent avec des mécanismes formels, essayer de voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce qu'on peut renforcer pour favoriser la résilience des personnes, et peut-être aussi des mécanismes qui existent, qui sont très installés, très durables, mais qui peuvent nuire à la résilience des personnes. On pense par exemple aux relations clientélistes ou de patronage qui forment une des bases des mécanismes auxquels les gens ont accès pour faire face à leurs problèmes quotidiens. Alors cette protection sociale informelle, comment est-ce qu'on peut la définir rapidement? Donc ce serait l'ensemble de pratiques socialisées de sécurisation des conditions de vie qui sont régies par des normes informelles, c'est-à-dire qui sont non inscrites dans un cadre législatif préexistant. Alors, il y a eu là aussi plusieurs communications qui ont parlé de cette question, celle de Marie Thoreux notamment, qui ont, parce qu'elles étaient plusieurs, qui ont développé ces systèmes informels, notamment dans des sociétés pastoralistes, et qui montrent qu'il y a des mécanismes préexistants efficaces qui permettent de traiter un certain nombre de problèmes. Cette question a aussi été traitée dans les communications, dans deux autres communications, donc de Lise Archambault et ses collègues, qui ont développé un système d'observation original pour capter les systèmes locaux de protection sociale. Autrement dit, c'est l'idée de se dire, finalement, comme on est dans des pays où la protection sociale qui serait pilotée au niveau national est très faible, l'essentiel des personnes va avoir accès aux dispositifs, aux mécanismes de protection sociale qui sont dans son village ou dans son quartier, etc., qui peuvent être des mécanismes à la fois formels. Si ce village a été ciblé géographiquement par telle politique de la Banque mondiale ou du ministère, mais qui peuvent être aussi, ou si telle ONG a choisi de s'installer dans cette localité, mais qui peuvent aussi être des mécanismes évidemment informels qui s'inscrivent dans les structures sociales locales, qui sont à la fois donc des mécanismes de solidarité plutôt horizontaux, mais aussi des mécanismes de dépendance, pour le coup plutôt verticaux. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller observer ces systèmes locaux de protection sociale en utilisant une analyse de réseau pour pouvoir capter le réseau de sécurisation des conditions de vie des personnes et voir concrètement comment s'articulent les mécanismes formels et informels. Et puis ensuite d'interroger comment ces différents types de réseaux agissent sur la résilience des personnes. Lesquels sont les plus efficaces? Quelles sont les formes de réseaux locaux et donc de systèmes locaux de protection sociale qui sont les plus efficaces pour lutter pour faire face aux risques, aux chocs et favoriser la résilience? Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a en gros deux grands types de réseaux qui s'opposent. Des réseaux plutôt fermés, cohésifs, qui vont avoir donc la personne a peu de ressources, peu de liens qu'elle peut mobiliser, et les liens qu'elle peut mobiliser piochent dans des registres sociaux proches de la personne elle-même. Et donc, dans ces réseaux véhiculent peu de ressources de sécurisation, et en général, on a aussi des mécanismes de dépendance qui s'installent et qui peuvent favoriser du clientélisme. Et dans ce cas-là, on va échanger finalement une sécurisation à court terme contre une mise à tutelle à long terme. Et on voit bien, là aussi, on retrouve les questions de temporalité dans la résilience dont on a parlé également dans les autres présentations. En revanche, dans les réseaux dits ouverts, la personne a la capacité de piocher dans des registres sociaux distincts, différents. Il va y avoir potentiellement, du coup, plus de ressources qui peuvent circuler dans ces réseaux, des ressources diversifiées et qui vont favoriser la résilience des personnes. Donc, c'est ce qui est mis en évidence. Ceci étant dit, tout le monde n'a pas accès
à ces différents réseaux. Et il va y avoir à la fois des contraintes structurelles à l'accès aux réseaux les plus efficaces en termes de lutte contre les vulnérabilités. Par exemple, la proximité d'une grande ville, le fait qu'on ait des réseaux de transport faciles, etc., va favoriser l'ouverture du réseau. Le fait qu'il y ait des organisations extérieures qui s'installent et qui apportent aussi des ressources, même si ça peut avoir des biais qu'il faut contrôler, notamment les biais de captation de l'aide. Autres facteurs qui vont jouer, ce seront les caractéristiques personnelles des personnes, des gens dans les villages ou dans les quartiers. Il y a des personnes qui sont mieux à même, qui sont mieux positionnées pour aller capter ces ressources. Et on pense notamment à la figure du courtier de développement de Jean-Pierre Olivier de Sardan. Donc en synthèse, donc vous voyez les travaux étaient riches. En synthèse, donc sur cette question de protection sociale au Sud et ses liens avec la résilience, ce qui apparaît, c'est l'intérêt d'analyser l'existant, et notamment l'articulation entre pratiques informelles et formelles, d'analyser les systèmes en place, les structures en place, et aussi les dynamiques de ces structures, pour contribuer à définir une protection sociale qui soit favorable à la résilience pour tous. Juste trois questions pour terminer. Une question qui s'est posée, c'est comment articuler des normes, on va appeler des normes importées, donc définies dans des arènes extérieures, comment les articuler avec des normes locales pour favoriser l'adoption de ce qui se passe, et donc la résilience des systèmes qui se développent. Également, une autre question, c'est de faire ça en évitant la myopie qui consisterait à dire que les communautés sont toujours les mieux à même de définir ce qui est bon pour elles, parce que c'est gommer les rapports de pouvoir qu'il y a au sein de ces communautés. Qui plus est, on a aussi une tendance à ce que finalement les systèmes locaux de protection sociale favorisent l'immobilité sociale et pour maintenir les rapports hiérarchiques en place. Et donc là aussi, la durabilité d'un système peut se faire au détriment de la résilience des personnes. Écoutez, je crois que je m'en tiens là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce panorama de l'aspect social de la résilience. Bon, une question un peu candide, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, mais la première, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu, qui pourrait être un peu inquiétant dans le fait que on souhaite apporter au Sud des mécanismes formels de protection sociale, alors qu'ils ont actuellement des mécanismes de solidarité ou de protection sociale, comme tu l'as expliqué, informels, proches ou distants. Et parmi ces mécanismes existants, il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dans nos sociétés, font notre admiration. Par exemple, protection sociale vis-à-vis des personnes âgées. On a l'habitude de dire que c'est mieux. C'était mieux avant, ici, peut-être en Europe, puis c'est mieux aujourd'hui en Afrique qu'en Europe. Ça, c'est moins effrayant. Alors aujourd'hui, on parle en effet de renforcer la protection sociale avec des nouvelles cotisations en Europe. Mais la question qui se pose, qui se pose plus généralement pour toutes les protections sociales, est-ce qu'en apportant un nouveau système de protection formel, on ne détruit pas systématiquement l'ancien système de protection puisqu'on change la norme? Si nos vieux sont systématiquement pris en charge par l'État, pourquoi ne pas se dire que de façon systématique, les enfants, par exemple, n'ont pas à s'en occuper puisqu'ils cotisent pour que l'État s'en occupe. Et c'est quelque chose d'effrayant, mais qui est, je pense, peu compréhensible dans d'autres cultures, mais qui va nous arriver. On craint que ça nous arrive. Et donc voilà. Compris ma question. Merci. Autre question ou intervention? Une petite intervention, mais du coup, j'attends peut-être que Vincent et Laurent complètent parce que vous avez participé au fameux bouquin sur la Nouvelle-Calédonie. On a eu un exemple cité dans ce bouquin, justement, avec cette assurance sociale. Et d'ailleurs, l'enquête qui a été faite et les analyses statistiques issues de cette étude montraient que finalement, les personnes habitant dans les tribus,
Bon, après, avec un indice Gini calculé sur des données comme on a pu le construire, mais on trouvait qu'il y avait beaucoup moins d'inégalités et beaucoup plus de solidarité, que même les gens quittant les tribus, s'installant dans les villes, se retrouvaient dans une situation de vulnérabilité économique, malgré tout en étant couverts avec des systèmes formels. Et donc, on pose la question, du coup, ce qui est intéressant, c'est peut-être pas juste dire lequel des deux systèmes est meilleur, encore une fois, c'est pas la question, mais plutôt voir qu'est-ce qui marche, quand, comment, et si quelque chose échoue, pour quelles raisons. Et je pense que quand on regarde les systèmes formels, et tu le mentionnes très bien, Pierre, c'est peut-être le rôle du capital social là-dedans. Donc la rupture des liens sociaux qui font que, en tout cas la rupture totale au nord, par les systèmes d'assurance retraite, et que du coup les enfants se sentent moins redevables puisqu'il y a un système qui se substitue quelque part à leur... cette solidarité qui est encore présente au Sud et encore dans beaucoup de pays, même en Europe, mais pas les pays industrialisés, justement, qui cherchent cette substitut puisqu'on n'a pas les normes formelles. Et donc, et dans les tribus, si les personnes se sentent en tout cas moins vulnérables, c'est la question qui était posée, donc même c'est un pressenti. Après, tout est question de jugement de valeur. Donc, on peut reposer la question de à quel moment les deux systèmes peuvent se compléter et pas trancher avec une simple réponse, un est meilleur que l'autre, parce que justement le rôle du capital social devient très important dans un cas comme dans l'autre, et c'est peut-être ça qui fait la colle, qui fait que les deux systèmes seraient encore plus efficaces si combinés, et en tout cas essayer de comprendre comment ils se superposent. Merci beaucoup. Autre question? Si je peux rebondir sur cette notion de concept, mesure, on parle beaucoup vulnérabilité, résilience, et moi je me pose la question, en tout cas depuis au moins il y a 2 jours, est-ce que mesurer la résilience, la vulnérabilité serait une finalité en soi? Ou peut-être on peut se poser la question, un moyen pour faire quelque chose. Je me précise, supposons des populations très vulnérables au départ, qui cherchent à être résilientes, on peut se poser la question, résilientes justement pour faire face à des chocs. Mais est-ce que ces personnes veulent rester pauvres telles qu'elles étaient, c'est-à-dire face à un choc, rebondir, mais sur la situation d'avant, tout en restant à leur situation de niveau de développement assez modeste? Ou plutôt chercher à rebondir, mais d'une manière encore renforcée, pour pouvoir voir peut-être même sortir d'une certaine trappe à pauvreté. Donc, si je l'interprète comme ça, moi je vois plutôt la résilience comme un moyen de se développer, mais pas se développer de n'importe quelle façon, de se développer de manière soutenable. Et donc, il y a un autre mot-clé qui ressort, donc la soutenabilité. On a beaucoup parlé vulnérabilité, résilience, mais finalement, on peut se poser la même question, mais comment mesurer la soutenabilité? À quel niveau? Niveau de l'individu, niveau communauté, niveau étatique? Et peut-être si on pense que la soutenabilité, c'est la finalité, mesurer et savoir à quel niveau la mesurer, comment, nous donnerait aussi les éléments de réponse sur la résilience et la vulnérabilité, parce que la soutenabilité, déjà intrinsèquement, ça implique le dynamique. On ne peut pas mesurer la soutenabilité à un instant donné sans se soucier d'une trajectoire plus ou moins longue. Donc, ça impliquerait la résilience aussi, en tout cas, ça induit le besoin de mesurer la résilience dans une dynamique, et pas juste à un instant donné. Si on est tous d'accord que la résilience, ce n'est pas une finalité, mais c'est un moyen de nous amener vers cette soutenabilité. Donc, du coup, les séances qui vont suivre, en tout cas, il y a au moins 2 présentations qui posent la question de la soutenabilité. Et j'ai bien vendu, hein, là. À tout à l'heure. Merci. Ce que je remarque simplement, c'est que quand on suit notre évolution, on était sur le développement durable, en effet, ici, avant. Et si on est arrivé sur la vulnérabilité et sur la résilience, c'est parce que dans le développement durable, on a dit qu'il y avait la dimension sociale qui n'était pas assez abordée, donc soutenabilité sociale. Et ça me plaît beaucoup d'entendre parler de la communication de l'équipe de Madagascar sur la protection sociale. Ça m'a beaucoup plu parce qu'au départ, on est parti de toute cette réflexion à cause d'une analyse des conditions de vie des ménages. Et quand il y a eu les aspects de durabilité, à ce moment-là, on a dit oui, mais alors il faut raisonner sur les aspects sociaux, mais les conditions de vie, il nous faudrait un élément, et on est parti sur les capacités d'Amartya Sen, avec l'idée, on va mesurer les capacités pour mesurer les conditions de vie.
Et ensuite, on est parti de là en se disant les capacités, c'est bien d'être capable, mais on est dans un contexte de plus en plus de durabilité, de plus en plus fragile. Et donc, la durabilité sociale, la cohésion sociale, etc., on était obligé à ce moment-là d'introduire le côté résilience, vulnérabilité. Et alors, ce qui me plaît beaucoup avec la protection sociale, c'est qu'on cherche les moyens, maintenant, de faire respecter les conditions de vie. Et donc, on a passé tout le circuit de conditions de vie, pauvreté, capacité, résilience, vulnérabilité, durabilité. Voilà, donc... Alors, le développement socialement durable, ça va un peu là-dessus. À tous les moments, et alors c'est pour ça, il y a eu une articulation difficile entre l'individuel et le collectif. On s'est battu pendant longtemps en disant des capacités individuelles d'Amartya Sen, on ne veut pas que ça rentre dans une optique néolibérale, c'est donc, il y a des capacités collectives qui créent une capacité collective, des capacités individuelles qui créent une capacité collective. Et on a défendu ça dans l'approche d'Amartya Sen à travers l'idée du développement socialement durable. On retrouve toujours cette même idée et on va même plus loin parce qu'on va jusqu'à ce que le premier discours de Passé, si je me rappelle bien, sa conclusion à la fin, c'est qu'on allait vers ce côté de la conscience individuelle qui a des rapports de bien et de mal et qui va choisir en elle-même ce qu'elle doit faire. Alors donc se pose la même question de revenir à un côté plus individuel, de lien social à l'autre qu'on va introduire sur la base de normes éthiques. Donc ça veut dire que pour la suite, probablement les grands travaux avancés, c'est le lien avec les recherches éthiques et notamment les relations sociales et notamment l'idée de construit social dont vous avez parlé en effet, qui seraient les moyens d'intégrer une forme de médiation sociale, de lien social, etc., qui éviterait de tomber dans le néolibéralisme, parce que c'est pas trop le libéralisme, c'est le néolibéralisme qui est surtout dangereux, et d'introduire sur les bases éthiques des formes de relations avec les autres. Donc on peut continuer à travailler sur résilience et vulnérabilité et résilience, et c'est remarquable de voir tout le travail qui a été fait ici et au point où on en est. Quand on a pris le nom résilience en 2010, peu de gens parlaient de la résilience et savaient, à part quelques experts, ce que c'était. Donc il y a un cheminement qui nous amène, comme dit Passé, à cette côté de conscience individuelle dans le lien à l'autre. Et donc l'idée de responsabilité, d'équité, de liberté. Voilà. C'est des pistes de recherche pour l'avenir. Merci Jean-Luc pour ce rappel qui nous fournit une très bonne conclusion à la séance. Maintenant, vous avez quelques minutes avant le début, à 11h, des autres ateliers. Merci beaucoup.